Le forum du studio Kalamgou. 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 Bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalamgou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Comment prévenir les violences basées sur le genre au Niger? C'est autour de cette interrogation principale que tourneront nos échanges de ce soir. Les violences basées sur le genre, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les formes de violences basées sur le genre? Et comment prévenir et gérer les cas de violences basées sur le genre. Pour avoir des réponses à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons invité au studio Kalangu Madame Aboubakar Halima. Elle est représentante de la direction de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci. Nous avons également invité M. Hanifa Soumana. Il est chargé de programme lutte contre les violences basées sur le genre au Fonds des Nations Unies pour la population. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu. Et également avec nous au studio, M. Alzouma Ibrahim, chargé de programme à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. M. Alzouma, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à tous dans ce forum. Malgré les efforts sur les plans international et national, le phénomène de violence basée sur le genre demeure une préoccupation qui se pose aujourd'hui encore avec acuité. Selon l'enquête sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre au Niger, réalisée en 2015, 53% des personnes interrogées déclarent avoir subi au moins un type de violence au cours de leur vie. L'analyse selon le milieu de résidence révèle que les femmes sont les plus susceptibles d'en être victimes que les hommes, quel que soit le milieu de résidence. L'analyse selon le type de violence subie au cours de la vie révèle que les violences psychologiques et physiques sont les plus fréquentes, respectivement avec 33% et 31%. Alors, je commence tout de suite avec vous, Madame Aboubakar Halima, représentante de la direction de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par violence basée sur le genre? Merci. Et la violence basée sur le genre, c'est un terme générique pour tout acte nuisible, préjudiciable, perpétré sur une personne contre sa volonté et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre les hommes et les femmes. Bon, en un mot, c'est une violence qui est exercée sur une personne sur la base de son genre ou de son sexe. C'est orienté aussi vers l'homme, vers les garçons, la petite fille, les garçons, l'homme. Bien. Alors, Monsieur Hanifa Soumana, chargé de programme lutte contre les violences basées sur le genre au Fonds des Nations Unies pour la population, à l'INFPA, quel complément sur la définition, la compréhension de ces concepts de violence basée sur le genre? Quelles sont ces caractéristiques? Allons-y d'abord sur la définition. Alors, merci beaucoup. Bon, la définition, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que Madame a dit parce que là, le Niger s'inscrit dans la définition universellement reconnue qui a été retenue par le comité permanent interagence qui est la structure internationale qui coordonne toutes ces questions de violence basée sur le genre. Donc ça s'inscrit parfaitement dans sa définition. C'est correct. Bien. Alors, quelles sont les différentes formes de violence basées sur le genre qu'on retrouve pour notre cas, le Niger? Merci beaucoup. Il faut se dire, puisqu'on s'inscrit dans les normes internationales, il y a 6 types de violences basées sur le genre qui sont énumérés sur la base de leur spécificité à leur généralité.
Et dans ça, on commence par retenir ce qu'on appelle le viol, qui est tout simplement une pénétration contre la volonté de la personne qui subit, soit à l'aide du sexe ou d'un autre objet. Donc après le viol, vous avez le deuxième type qui est les agressions sexuelles. Donc ça, la différence avec le viol, c'est que tout simplement, ça a une relation avec le sexe, mais il n'y a pas de pénétration. Après, vous avez les agressions physiques, qui sont tous les actes de violence physique, mais qui n'ont pas de lien avec le sexe. Le troisième élément, vous avez ce qu'on appelle le mariage des enfants, ou mariage, au Niger on dit mariage des enfants, mais c'est ce qu'on appelle mariage précoce ou forcé, qui est une union dans laquelle un des acteurs n'a pas donné son consentement. Donc après les mariages des enfants, vous avez ce qu'on appelle les dénis de ressources, d'opportunités et de services, qui tout simplement, on refuse un droit légitime à la survivante d'accéder à ce droit légitime. Vous avez les violences psychologiques ou émotionnelles, qui sont toutes ces violences qui touchent un peu l'esprit, la stabilité de la personne survivante. Je pense qu'en gros, c'est ça, les 6 types de violences basées sur le genre. Les autres peuvent me compléter éventuellement si j'ai... D'accord. Voilà. Nous allons donner la parole à M. Alzouma Ibrahim, chargé de programme, donc je le disais, à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. Alors, M. Alzouma, quel complément par rapport à la définition et par rapport aussi aux différentes formes de violences basées sur le genre répertoriées au Niger? D'accord, comme ils ont eu à le dire, la définition et aussi les différentes formes, c'est vraiment des standards qui ont été en tout cas reconnus par la communauté internationale et y compris et le Niger a souscrit. Donc nous nous inscrivons aussi dans cette démarche. Donc voilà pourquoi je pense que c'est la bonne définition. Et aussi la définition par rapport aux différentes formes. Oui, c'est vraiment les 6 types qu'on reconnaît. Même si par ailleurs, vous pouvez entendre des fois des gens qui donnent, c'est-à-dire une autre répartition de ces différentes violences-là, mais quand même qui s'inscrivent toujours dans les 6 que Anifa vient d'énumérer. Par rapport à la définition donc, de violence basée sur le genre, l'autre chose qui est importante peut-être de préciser, c'est que souvent quand on parle de genre, les gens ont souvent tendance à voir la femme, à voir directement la femme. Ce n'est pas forcément le cas, c'est ça? Vous savez, depuis le début, on parlait toujours de violence faite à la femme. Surtout violence faite à la femme. Bon, cela n'est pas un problème parce que on ne fait pas abstraction quand même des hommes, mais c'est parce que, comme les statistiques aussi l'ont prouvé, c'est les femmes quand même qui paient le plus lourd tribut. C'est elles qui sont le plus victimes. Voilà pourquoi les gens sont habitués à parler de violences faites aux femmes. Mais en réalité, le terme quand même qui convient, c'est les violences basées sur le genre. Parce que qui prennent en compte et les femmes et les hommes, les garçons, les filles. Donc c'est ça. Merci. Alors, au Niger, quelles sont les zones ou régions dans lesquelles ce phénomène est plus accru? Bon, je crois qu'il y a une étude qui a été faite en 2015, donc commanditée par l'UNFPA. Donc dans votre introduction, vous l'avez aussi dit, vous avez donné quelques chiffres. Et je pense que les régions quand même qui sont le plus incriminées, c'est les régions de Tawa, Maradi, Zender, Tillabéri. Donc c'est vraiment dans ces régions où on rencontre quand même beaucoup plus de cas, je pense bien. Je parle sous le contrôle de M. Anifa et de Mme Halima. Donc pour confirmer ou en tout cas infirmer ce que je viens de dire. Bien. Justement, Mme Aboubakar Halima, représentante donc de la direction de la promotion du leadership féminin, un mot sur les zones dans lesquelles ce phénomène est plus d'actualité que d'autres. Merci. M. Alzouma a cité Tawa, Maradi, Zender, Tillabéri. Oui, comme il a dit, c'est une étude qui a été menée en 2015
par le ministère de la Promotion de la Femme en collaboration avec l'UNFPA. C'est les résultats de l'étude. L'étude a démontré que c'est dans ces régions-là qu'il y a plus de violences basées sur le genre, comme il l'a dit. Tawa, Maradi, Zender, Tillabéri. Est-ce qu'on sait pourquoi? Comme toujours l'étude qui a démontré qu'il y a plusieurs déterminants concernant ces VBG. Dans certaines régions telles que quand je prends Zender, Maradi, les violences sont tolérées au niveau même de la population. La population tolère ces genres de violences-là. De quelle manière? Parce qu'elle trouve normal? Oui, parce qu'elle trouve normal. Et c'est pour cela que les violences sont accentuées au niveau de ces régions-là. Merci. Nous tournons vers M. Anifa Soumana, chargé de programme donc lutte contre les violences basées sur le genre à l'UNFPA. Alors, un mot donc, par rapport toujours à ces zones qui sont citées, notamment dans cette étude à laquelle l'UNFPA a pris part en tant qu'acteur. Alors, est-ce qu'on a des proportions selon les régions? En fait, ces zones, pour préciser, c'est les zones qu'on appelle la bande rouge par rapport aux violences basées sur le genre, à commencer par Zender, Maradi, Tawa, Tillabéri. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un des programmes le plus important au Niger, qu'on appelle le Spotlight, a retenu ces zones d'intervention-là pour lutter contre les violences basées sur le genre. En termes de proportion, je vais juste aller de manière plus pointue sur un cas de violence basée sur le genre, les mariages des enfants. Dans ces régions-là, vous avez des régions comme Maradi et Zender, où on va jusqu'à 80% de taux de prévalence des mariages des enfants, pour descendre dans les autres régions. Mais vous l'avez dit dans votre introduction, globalement au Niger, la prévalence, à partir de cette étude-là, c'était 28,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours sur les personnes enquêtées, au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'étude, toutes ces personnes-là déclarent avoir subi au moins un type de violence basée sur le genre. Donc ça fait 28,4%. Et comme vous l'avez dit, c'est plus prédominant chez les femmes que chez les hommes, parce que chez les femmes, c'est à peu près 60% des femmes qui ont subi, contre 40%. Pour un peu faire le lien avec la question que vous avez posée à Alzouma, de savoir le violence basée sur le genre, est-ce que ça touche les hommes? C'est clair que ça les touche. Mais c'est une question d'approche. La balance est de cette manière-là. Ça veut dire que les femmes qui subissent sont plus nombreuses que les hommes. Et du coup, puisque le genre vise l'équité, on essaie de relever un peu la balance qui est un pas pour que ça soit au même niveau. Donc c'est ça qui fait que les efforts pour le moment sont beaucoup plus déployés pour protéger les femmes et les filles que les hommes et les garçons. Alors, on sait que donc vous venez de dire que on sait que c'est la femme qui est plus victime des violences basées sur le genre. Il n'en demeure pas moins que les hommes aussi en sont victimes. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous donner un exemple de violence orientée sur l'homme, par exemple? Toutes les formes de violence, je vais vous surprendre. Toutes les formes de violence, les hommes les subissent, y compris le viol. Y compris le viol. Parce que, oui, au cours de l'année 2020, nous avons un partenaire de mise en œuvre dans la région d'Ottawa qui s'appelle Association pour le bien-être, APBE, qui met en œuvre nos interventions. Et dans les rapports statistiques, ils nous ont relevé des cas de viol sur des personnes de sexe masculin. Parce qu'il faut que les gens retiennent que ce n'est pas seulement la pénétration par le sexe, mais certains cas même, c'est même des pénétrations par le sexe. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a de la manipulation, vous le comprenez, et il y a des cas comme ça. Mais pour les hommes, ça doit être uniquement dans ce sens, uniquement des violences, du harcèlement sexuel, ou bien il peut y avoir les autres types de violences. J'ai dit les 6 catégories de VBG
qui concerne les femmes concerne également aussi bien hommes. les hommes, aussi bien les femmes. Vous prenez le cas de déni de ressources, d'opportunités et de services. Lorsque moi, en tant que responsable politique aujourd'hui, prenons le cas, je refuse l'accès à un poste qu'une femme mérite. Madame Halima est là, nous sommes dans une corporation politique. Du fait de ma position, je lui refuse d'accéder alors qu'elle a légitimement droit à accéder à ce poste. C'est une forme de violence. Et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Les hommes, entre eux, se le font. Du fait de sa position, lui, le pouvoir qu'il détient, je dépends de lui, il refuse que j'accède. Ou qu'il refuse que, tout simplement, par exemple, un enseignant qui refuse à ce qu'un élève rentre en classe suivre ses cours. C'est un déni d'opportunité et de service. Un prestataire de service dans le domaine de la santé ou de la sécurité, du fait du pouvoir qu'il détient, peut me refuser un service. Donc, les hommes en subissent aussi bien de la part des hommes que aussi de la part des femmes, parce que le pouvoir, l'aspect pouvoir rentre toujours en jeu dans la situation des violences basées sur le genre. Voilà. Alors, M. Alzouma Ibrahim, chargé de programme à SOS Femmes et Enfants Victimes de violences, quelle autre cause peut-on citer dans les cas de ces VBG? Toutes les formes de VBG, en tout cas, on les reçoit, et aussi bien par les femmes que par les hommes. Certes, les hommes dans une moindre mesure, mais quand même, il y en a. Il a dit exactement les 6 formes de violence là qu'on vient de répertorier, et les hommes aussi en sont victimes. C'est-à-dire les violences physiques. Il y a des femmes qui battent leur mari. Par rapport au viol aussi, il l'a dit. Et on connaît le viol est toujours exercé, presque toujours exercé sur les femmes et les filles. Mais aussi, il y a des jeunes garçons aussi qui sont victimes de viol. Et par aussi des femmes, tout comme par d'autres hommes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance à la propension de la pédophilie. Voilà, et de la pédophilie. Donc, ces cas-là aussi existent bel et bien. Bon, et quand on prend aussi les violences psychologiques, là, pour certains hommes, quand même, c'est le lot quotidien. Des femmes aussi. Comment cela se manifeste? Vous savez, quand on se marie, on le dit, on a des droits dans le mariage, mais aussi on a des devoirs. Et à chaque fois que l'autre conjoint n'arrive pas, en tout cas, à assurer ses devoirs, ça veut dire qu'il viole le droit de l'autre. Et voilà, donc c'est ça qui amène la plupart des problèmes au sein des couples. Et quand les femmes viennent, par exemple, se plaindre d'avoir été victimes de violences, quand vous essayez d'approfondir un peu les écoutes, vous allez comprendre que peut-être elle aussi, il y a une forme de violence qu'elle exerce sur l'homme. Qui pousse ces derniers et que quand l'homme va venir lui aussi, c'est en ce moment-là qu'il va essayer de dire voilà, c'est de lui. Et nous, on essaie toujours, donc, comme on intervient dans le domaine, on parle de violence basée sur le genre, donc on n'a pas le droit d'être féministe, c'est-à-dire coûte que coûte, donner raison à la femme. Parce que nous, on cherche l'harmonie au sein de la famille. Et en ce moment-là, il faut qu'il y ait quand même cette concertation et cette consultation-là entre les couples pour qu'on puisse vraiment y arriver. Alors, cette violence psychologique, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail par rapport à ces violence psychologique, aujourd'hui, par exemple, une femme qui refuse le lit à son mari, ça, on en a des cas. C'est le devoir conjugal. Son devoir conjugal. Là, c'est une forme de violence psychologique. Une femme, par exemple, qui n'obéit pas à son mari, tout ce que le mari dit, elle ne prend pas. Ça aussi, c'est une forme. On en rencontre. Mais quand même, je le redis et je le redis, en tout cas, les femmes sont le plus... C'est la frange quand même qui est beaucoup plus victime de ces formes de violence. Mais cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes. Bien. Pour clore ce chapitre, nous allons aller vers Mme Aboubakar Halima. Alors, un complément par rapport à ces formes de violence basées sur le genre et aux causes qui peuvent les motiver. Donc, comme ils l'ont dit, de la même manière que les femmes sont violentées, de cette même manière, les hommes aussi sont violentés. Donc, toutes les formes de violence concernent les femmes et les hommes aussi.
Et par rapport aux différentes causes, bon, les causes profondes, je dois parler des causes profondes de ces VBG. C'est surtout l'inégalité des sexes et l'abus de pouvoir et le non-respect des droits humains. Donc c'est ça les causes profondes de ces VBG. Bien, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette émission qui concerne donc les droits des victimes, notamment des VBG, et les structures de prise en charge, comment cela s'est fait. Alors, je reviens à vous, monsieur Hanifa Soumana, chargé du programme lutte contre les VBG à l'INFP. Quels sont les droits dont dispose une victime de violences basées sur le genre? Merci. Nous, on dit survivante puisqu'on est dans la prise en charge maintenant. Une personne survivante a tous les droits humains, a tous les droits au service. Et les services pour une personne survivante, on les catégorise en 4. Elle peut avoir besoin d'un service de santé, donc elle a le droit d'avoir tout ce qui est soins de santé. Si les conséquences de l'acte de violence l'ont mis dans une situation qui touche à sa santé. Elle a le droit à tout ce qui est soutien psychologique. Elle a le droit à la sécurité et elle a le droit à la justice. Ça, c'est les 4 services essentiels. Dedans, il y a tout. Autrement dit, lorsque je suis survivant de violences basées sur le genre et que je me présente devant un prestataire, il n'a pas le droit de me refuser le service dont il dispose. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité et au niveau du psychosocial, tel que par exemple Alzuma, SOS, fait du soutien psychosocial dans la limite de ses moyens. Sous aucun prétexte, il ne peut me refuser ce service-là. Je vais à la santé, j'ai été violé, j'ai le droit d'être pris en charge. Donc, c'est ça que moi, je résume en gros, tous ces éléments-là. Les acteurs sur le terrain peuvent peut-être aller dans le détail. Bien, effectivement, nous allons avec M. Alzuma, Ibrahim. Comment alors on a vu ces différents... C'est que les victimes, les survivants de violences basées sur le genre ont les mêmes droits, notamment les droits humains, et ils ont aussi droit au service. Et comment peuvent-ils faire prévaloir leurs droits? Bon, si une personne pense que ses droits ont été violés de quelque manière que ce soit, elle a la possibilité de nous saisir en tant qu'ONG. Et nous, en tant qu'ONG, nous disposons, d'ailleurs, sur notre domaine d'intervention, nous assurons la prévention, mais aussi la prise en charge des survivantes de violences. Et nous sommes appuyés par des partenaires tels que UNFPA, qui est un de nos principaux partenaires, mais aussi d'autres partenaires qui nous appuient, comme la coopération suisse, Oxfam, et le ministère en charge de la promotion de la protection de l'enfant, donc qui est aussi un partenaire privilégié pour nous, parce que nous intervenons dans son domaine d'intervention. Donc, la survivante de violences basées sur le genre vous contacte? Oui, quand elle vient chez nous, soit... Quand elle ou il vient? Quand il ou elle vient, parce qu'elle a été signalée. Par exemple, c'est quelqu'un qui lui dit « Ah, il y a une ONG qui intervient dans ce domaine, vous pouvez aller. » Ou alors c'est la personne elle-même, parce qu'elle a appris, elle vient. Nous la recevons. Nous avons un personnel et des assistantes sociales. Et nous avons des psychologues donc, qui sont là. D'abord, l'assistante sociale, elle accueille cette personne. Vous savez, l'accueil, c'est le premier niveau d'intervention et c'est aussi un niveau, si on l'échoue, là aussi, ça peut biaiser tout ce que nous allons faire. La suite du processus. La suite. Donc, si elle vient, elle est reçue par l'assistante sociale qui l'écoute et qui fait un peu l'inventaire des besoins de cette survivante. De quoi est-ce qu'elle a besoin? En ce moment, en fonction de ses besoins, elle va lui montrer les services que nous avons à notre disposition ou des services auxquels nous pouvons la référer. Donc, vers d'autres structures. Voilà, d'autres services. Parce que la lutte contre les violences, vous le savez, ce n'est pas l'appareil d'une seule structure, mais c'est beaucoup de structures, beaucoup d'intervenants qui se mettent ensemble
pour avoir de bons résultats. Des acteurs étatiques et non étatiques. Si cette personne, par exemple, est victime de violences physiques, comme il a dit, nécessairement, elle aura besoin d'une prise en charge sur le plan sanitaire. Donc là, on l'assure, soit on la réfère au niveau de l'hôpital national ou de l'hôpital régional pour des soins. Mais avant cela, vous savez, on intervient dans un domaine quand même qui est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas assurer cela sans pour autant avoir une réquisition à personne de la part de la police ou de la gendarmerie. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous recevez une survivante de violence, par exemple, je prends le cas de viol. Vous savez, le viol, c'est un crime au Niger. Ouais. Même si par ailleurs, la gestion de cas nous dit que tant que la survivante ne veut pas porter plainte, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais de l'autre côté aussi, le code pénal exige pour nous, quand on est en présence de ce genre de violation, de les signaler. De signaler aussi. Donc, on est vraiment pris entre deux feux, mais quand même, tout ce qu'on doit faire, ce qu'il faut retenir, on doit le faire dans l'intérêt de la survivante. C'est ça qui va prévaloir. Donc, c'est comme ça que nous agissons. Alors, et si vous devez référer, par exemple, pour une violence physique, quelqu'un à l'hôpital national ou dans un centre de soins, est-ce qu'il y a un document qui accompagne cette personne pour lui faciliter l'accès aux services, ou bien cette personne devrait juste se présenter Oui, c'est justement ça qu'on appelle la réquisition. La police ou la gendarmerie émet une réquisition. C'est elle-même qui dit que c'est tel médecin assermenté qui doit faire l'expertise, consulter cette personne pour donner son avis par rapport au degré donc, de violence dont cette personne a été victime. Même quand il s'agit, par exemple, de violence en dehors du viol, quand il s'agit de violence physique, une femme battue, tout à fait. Déchirée. Tout à fait. C'est la même chose parce que c'est ça qui va déterminer, en cas par exemple où quand l'affaire va aller à la justice, c'est ça qui va déterminer, le degré d'incapacité va déterminer aussi, comment on appelle, la sanction donc, qui doit suivre. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'aspect psychologique, la prise en charge psychologique. Nous, au niveau de SOS, nous avons des psychologues qui assurent cela. Toute femme ou tout homme victime de violence a besoin d'une prise en charge psychologique. Ça, c'est vraiment quelque chose de transversal. Parce qu'il est quand même touché dans son physique et aussi dans son mental. Voilà pourquoi cela est très, très important pour nous. Et nous veillons... Quelle est la crainte à ce niveau pour qu'on ait besoin de cette assistance psychologique? Est-ce qu'il est à craindre que des comportements soient nés au niveau de la personne victime ou que la personne puisse tomber dans la dégénérescence? Bon, avant d'aller à ce niveau-là, c'est-à-dire une femme ou un homme qui est victime de violence, vous savez, c'est quelque chose de traumatisant. C'est traumatisant. Donc voilà pourquoi il est nécessaire, après avoir suivi par exemple tout le processus par rapport à la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique aussi doit suivre. Et maintenant, après cela, il avait parlé de sécurité. La survivante ou le survivant a besoin de sécurité. C'est quoi la sécurité? La sécurité par rapport aux données personnelles de cette personne, mais aussi sa sécurité physique. Parce pour ne pas revivre, craindre des représailles de la part de l'auteur. Donc voilà pourquoi aussi cette personne a besoin d'être sécurisée. Et maintenant, le dernier élément dont il a parlé, c'est la justice. Maintenant, si la survivante désire porter plainte, il faut aussi accompagner cette survivante-là pour qu'elle puisse, vous savez, aujourd'hui au Niger, la justice, c'est quelque chose de très, très, très lourd, si on peut le dire. Même si par ailleurs, maintenant, il y a des services d'assistance juridique qui sont créés et qui facilitent un peu ces démarches. Mais quand même, pour certains, il faut les accompagner à tous les niveaux pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans leurs droits. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à Mme Aboubakar Halima. Alors, dites-nous, à quel niveau intervient le ministère dans la prise en charge des cas de violences basées sur le genre? Le ministère, en tant que ministère de tutelle, nous ne gérons pas des cas. Seulement, si on reçoit les cas, il y a des cas qu'on reçoit de temps en temps, on les oriente vers les ONG, par exemple, les SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences.
Et au niveau de la police ou de la gendarmerie, c'est là-bas qu'on les oriente. Donc, il n'y a pas de prise en charge, de système de prise en charge au niveau du ministère, mais il y a juste un système d'orientation. D'orientation, oui. Alors, qu'en pensez-vous de la prestation justement des différents acteurs de prise en charge et de l'efficacité de la prise en charge? Est-ce que souvent vous avez des personnes orientées qui reviennent vers vous parce que non satisfaits des services vers lesquels vous les orientez ou pas? Non, on ne reçoit pas. Dès qu'on les oriente vers les services de prise en charge, ils ne reviennent pas. Donc ça veut dire que les prestations sont efficaces là-bas. Et en plus de ça, il y a aussi les centres de prise en charge holistique au niveau de certaines régions, telles que Difa et Tillabéri. Et il y a aussi des centres d'écoute. Ces centres sont étatiques ou... Oui, étatiques, oui. Il y a des centres qui sont étatiques. Par exemple, au niveau des directions régionales de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, il y a des centres d'écoute. C'est-à-dire qu'au niveau régional, les gens ont ces références au lieu de venir jusqu'à Niamey. Ils s'orientent vers les directions régionales et peut-être départementales. Oui, surtout régionales. Monsieur Hanifa Soumana de l'INFPA, alors quel est le rôle que peuvent jouer donc les chefs traditionnels et religieux dans la prise en charge et l'identification des cas de violence basés sur le genre? Merci. Les chefs traditionnels constituent des acteurs clés au niveau de la prévention, mais également au niveau de la prise en charge. C'est eux qui sont les détenteurs du pouvoir traditionnel, c'est eux les références des communautés. Et la prévention, c'est essentiellement le changement de comportement. Nous allons arriver à la prévention, mais déjà quand des cas sont signalés ou quand eux-mêmes peut-être les remarquent, quel est le rôle qu'on attend d'eux? Aujourd'hui, ce qu'il faut même aujourd'hui, les chefs traditionnels arrivent à faire l'hébergement, à parler de sécurité. Aujourd'hui, je vous prends le cas au moins des 4 régions d'intervention du programme Spotlight. Tous les chefs de canton assurent l'hébergement temporaire des survivants de violences basées sur le genre. Ils font l'orientation également et l'accompagnement vers les centres de prise en charge, que ce soit les CSI au sein desquels se passe l'écoute, mais aussi la prise en charge psychologique et les soutiens et les soins de santé. Ils font l'orientation. Ils travaillent en collaboration avec la gendarmerie et la police aujourd'hui pour faire le suivi des cas également. Donc vous voyez qu'à ce niveau, le rôle des chefs traditionnels est extrêmement important parce que c'est eux qui sont écoutés aussi. Et quand ils s'investissent dans la lutte, on est gagnant. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en grosso modo les principales structures de recours ou de prise en charge des cas de violence basées qu'on peut retrouver au niveau local, départemental, régional jusqu'au niveau central? Sous le contrôle du ministère qui est le chef, c'est qu'on peut trouver un cas est là. Vous avez les ONG non gouvernementales. Je veux dire, vous avez les ONG non gouvernementales aussi bien nationales qu'internationales qui, dans leur zone d'intervention, font tout ce travail, en tout cas de soutien psychologique, mais il y en a qui font même aussi le travail de prise en charge sanitaire et l'accompagnement des survivants vers les autres services qui ne relèvent pas de leurs compétences, c'est que nous appelons le référencement et le contre-référencement. Il y a les services de sécurité, tout ce qui est police et gendarmerie. Ils font la sécurité, mais ils enclenchent le début du processus de prise en charge juridique et judiciaire aussi. Et la justice qui prend en charge avec d'autres types de structures, parce qu'il y a des ONG aussi et d'autres structures qui accompagnent les survivants, notamment par exemple dans la prise en charge des frais d'avocat, mais aussi de conseils techniques vers les questions de justice. Donc, vous avez les services de santé. C'est incontournable.
les violences basées sur le genre, c'est presque 60% des problèmes de santé. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, si vous prenez le Spotlight, dans les 60 communes d'intervention du Spotlight, on a des CSI où il y a des travailleurs sociaux qui sont là, mais aussi où ils offrent les soins de santé à ces personnes survivantes de VBG. Donc, les 4 services dont on a parlé, il y a des acteurs étatiques, il y a des acteurs non gouvernementaux, mais aussi il y a les partenaires techniques et financiers qui accompagnent aussi bien l'État que les autres structures dans le renforcement des capacités techniques, mais aussi le renforcement des capacités opérationnelles, c'est-à-dire les équipements. Parce que 2 fois, les structures sont là, mais ils n'ont pas les équipements. Je prends la santé, par exemple. 2 fois, le plateau technique n'est pas suffisant. Donc, on apporte ces éléments-là. Le soutien, la formation, l'équipement, mais aussi l'appui à la définition et à l'élaboration de stratégies. Le ministère de la Promotion de la Femme, en 2017, a été accompagné pour élaborer sa stratégie nationale de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Alors, nous entamons la dernière partie de cette émission concernant la prévention. Monsieur Alzouma Ibrahim de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences, comment prévenir efficacement les violences basées, toutes les formes d'ailleurs, violences basées sur le genre au Niger? Sur quoi mettre l'accent? Oui, vous savez, les violences basées sur le genre, comme déjà Mme Halima l'avait dit quand elle a pris l'exemple de Zender, où elle disait que les femmes pensaient que c'est légitime pour un mari de battre sa femme. Et pendant longtemps, c'était comme ça. Les femmes ne savaient pas que certains agissements des hommes à leur égard sont des violences et qu'il faut... Qui sont susceptibles d'être dénoncés. Voilà. Donc c'est avec vraiment tout le travail que l'État, les ONG et les partenaires techniques et financiers ont eu à faire, avec toutes les sensibilisations, on est arrivé quand même à sensibiliser les communautés, à savoir que les violences, c'est un phénomène qui existe et qu'il faut combattre. Donc c'était ça le début. Maintenant, à ce niveau-là, quand même, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, la plupart en tout cas des communautés, des femmes et des filles et des hommes aussi savent que cela est nécessaire. La prévention maintenant, c'est faire en sorte que cette violence-là ne puisse pas survenir. Donc, c'est prendre toutes les dispositions pour que ça ne survienne pas. Et ça, c'est en éveillant les consciences des gens, c'est en les sensibilisant par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, vous savez que la violence ne se justifie pas. Parce que si ça se justifiait, tout le monde allait être violent. Et que maintenant, il y a des gens qui sont violents et des gens qui ne le sont pas. Ceux qui sont violents là, pourquoi ils sont violents? Donc, il faut aller creuser dans ça pour essayer de les sensibiliser à ne plus faire de la violence. Et voilà pourquoi maintenant nous avons tellement sensibilisé, maintenant nous sommes arrivés à un point où la meilleure stratégie pour que les gens puissent comprendre ces choses-là, c'est à travers des dialogues communautaires. Des dialogues communautaires, ça peut être, c'est des dialogues qui peuvent être faits avec, donc au niveau des communautés, face à face, mais aussi aujourd'hui, avec l'évolution aussi, et elles peuvent être faites à travers des radios communautaires. Donc vous voyez, ça je pense que nous les avons fait et nous avons eu des résultats qui nous ont prouvé que c'est vraiment une stratégie qu'il va falloir continuer pour vraiment avoir les résultats. Et répliquer à une échelle un peu plus large, un peu partout. Oui, c'est ça, tout à fait. Au Niger, nous avons 266 communes. Avec UNFPA, dans le passé, nous avons eu à faire des dialogues communautaires, à toucher, en tout cas, même si ce n'est pas les 266 communes, quand même, on a pu toucher beaucoup de communes. Et cela a prouvé que ce que nous avons fait a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont conscience et les gens sont en train quand même de rectifier un peu les tirs. Bien. Voilà, Madame Aboubakar Halima, quel mécanisme de prévention contre les violences basées sur le genre? Bon, en ce qui concerne la prévention, moi je dirais qu'il faut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est surtout ça, entreprendre une vaste campagne de sensibilisation au niveau des communautés et aussi amener les communautés à changer de comportement
par la CCC, Communication pour un changement de comportement. Et il faut aussi renforcer les capacités des acteurs qui œuvrent dans la lutte contre ces VBG à travers les formations. Et surtout, il faut aussi impliquer les leaders religieux ou coutumiers. Comme l'a dit tout à l'heure le chargé du programme VBG. Et comme ce sont eux qui sont écoutés, les leaders coutumiers et religieux, donc il faut les impliquer à travers le renforcement de leurs capacités. Ouais. Bien, merci. Nous terminons avec vous, monsieur Anifa Soumana. Par rapport à la prévention. Sur quoi faut-il mettre l'accent aujourd'hui pour réussir à prévenir la survenue de cas de violence basés sur le genre? Merci beaucoup. Je pense que la problématique de la violence, on l'a un peu effleurée, c'est sa banalisation. Le fait que les gens trouvent que c'est normal. Autrement dit, on n'a pas de l'information claire et précise là-dessus. La stratégie aujourd'hui, c'est comment arriver à augmenter le niveau de connaissance des communautés, aussi bien les potentielles victimes que les potentiels auteurs, sur les VBG et leurs conséquences. C'est ça qui va les amener à changer d'attitude par rapport à la violence basée sur le genre, c'est-à-dire au lieu de continuer à banaliser, à tolérer, stop, on ne va plus accepter ça. Et c'est en ce temps que nous allons changer de comportement. Donc, autrement mettre fin à la banalisation des cas autrement dit, c'est les acteurs communautaires. La meilleure stratégie aujourd'hui, c'est la communauté. Alzouma l'a dit, ils ont fait le dialogue communautaire, mais aujourd'hui, il faut mobiliser toutes les ressources au niveau des communautés pour les impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est le seul moyen de pouvoir prévenir, parce que ça vient de là. Si au niveau communautaire, tout le monde est bien informé, tout le monde a commencé à dire stop, c'est fini, il n'y en aura plus. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes, chers invités. Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait donc sur le thème « Comment prévenir les violences basées sur le genre au Niger ?» Voilà, nous avons vu avec nos invités les différentes facettes donc, de cette question de violence basée sur le genre. Cette violence, elle est exercée aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Donc, on a vu que toutes les formes de violence qui peuvent subir les femmes sont aussi subies par les hommes. Mais quand même, la proportion la plus importante de personnes victimes de violences basées sur le genre reste encore la femme. Les zones comme Maradi, Zender, Tawa et Tillabéri sont les principales régions qui sont en tout cas susceptibles, où on est susceptible de trouver ces cas de violences basées sur le genre. C'est pour cela qu'elles sont appelées zones rouges. Voilà, et toute personne victime de violences basées sur le genre a droit à tous les droits humains et a droit également au service. Voilà, c'est-à-dire autrement que cette personne a droit à la santé, peut faire recours aux droits de santé, peut faire recours à la sécurité, peut faire recours donc à la justice pour être sécurisé, pour être dans ses droits. Par rapport à la prévention, par rapport à la prise en charge, beaucoup de structures étatiques et non étatiques, on a vu aussi, interviennent dans ces domaines pour la prise en charge, le référencement, l'orientation vers les structures adéquates et la prise en charge selon les degrés de violence subis. Par rapport à la prévention de ces phénomènes, tous les acteurs préconisent donc la sensibilisation à une échelle plus importante, la prise de conscience par rapport à cette question et l'arrêt de la banalisation donc des cas de violence basée sur le genre. Le dialogue communautaire est une stratégie qui a été mise en œuvre par certains acteurs et qui porte ses fruits, qui nécessite d'être répliquée à une plus grande échelle, à suggérer un des invités. Merci beaucoup. On a vu également que l'implication des chefs traditionnels aussi est très importante pour la prise en charge, la prévention de ces cas de violence basée sur le genre. Merci, chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs du Studio Kalangou. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. La régie technique est assurée par Issa Lawali, la réalisation vidéo est assurée par Mustafa Ayuba. Bonsoir.